que cette communication s'inscrit dans le contexte mondial actuel, et où les questions de l'économie cellulaire, les questions environnementales et les questions du développement durable, où l'élimination des déchets et plastiques et leur transformation constituent un enjeu majeur tant pour les pays du Nord que pour les pays du Sud. Alors, la communication s'articule autour des problématiques que sont la pollution plastique, le réchauffement climatique, le recyclage des plastiques. Elle aborde aussi un procédé de transformation des déchets plastiques et des déchets de l'industrie du bois en composite matériaux bois qui constituent une alternative intéressante. Ce procédé contribue à l'assainissement de l'environnement en même temps qu'elle valorise les déchets par la mise à disposition de nouveaux matériaux dans le domaine de la construction et des ouvrages en bois dans le bâtiment. Ce procédé contribue aussi à réduire la pression sur le sol, sur les forêts du moins dont parlait l'exposant d'avant-hier, le professeur Cessin, de même que la réutilisation des déchets plastiques. Alors, nous parlons de la crise des déchets plastiques. Au fait, les déchets plastiques répondent à des besoins. Donc, on ne peut pas s'en passer. Vous voyez, il y a des enjeux industriels. Donc, lors de la transformation du pétrole, nous avons plusieurs produits au niveau du raffinage, dont le naphtha. Donc, c'est le naphtha qu'il va falloir transformer pour avoir du plastique. Alors, ce naphtha est introduit dans une usine de pétrochimie, et là, on le transforme, et la transformation donne un produit qu'on appelle un produit monomère, qu'on arrive à polymériser, et nous avons le polymère vierge. Et c'est ce polymère vierge qui va à l'usine de production de plastique, et alors pour des applications emballage, automobile, dans l'automobile et dans le bâtiment. C'est aussi un enjeu socio-économique parce que nous qui consommons, nous avons des besoins. Nous avons besoin d'emballer, nous avons besoin des brosses à dents, nous avons besoin, en un mot, nous avons besoin des outils légers, relativement légers de tout genre pour des applications et usages variés. Donc, c'est ainsi que les industriels ont produit différents types de plastique, sinon catégories de plastique. Et nous en avons 3 catégories. Les thermoplastiques, dans cette catégorie, nous avons les polyéthylènes qui sont utilisés pour les emballages rigides, semi-rigides et souples, des articles ménagers, d'isolation électrique, construction, produits personnels, etc. Nous avons le polychlorure de vinyle, qu'on appelle généralement les PVC, qui sont utilisés dans la construction, pour les conduites, les profilés, revêtements du sol, etc. Nous avons aussi le polypropylène. Ensuite, nous avons les polyamides que nous retrouvons dans les vêtements de sport, les sous-vêtements, les imperméables, etc. Et nous avons le polystyrène pour les ustensiles de cuisine, etc. Et nous avons les polyéthylènes téréphthales qu'on utilise pour les emballages. Ensuite, nous avons la seconde catégorie, les thermodurcissables. Et pour finir, nous avons les élastomères. Les élastomères qui sont utilisés pour les pneus, etc. Alors,
En termes de production, vous savez, la production ces dernières années a explosé, passant de 2 millions de tonnes en 1950 à 460 en 2019. Cette statistique, c'est selon les littératures. Hein. D'aucuns disent en 2019, on a 460. D'aucuns disent c'est en 2021. Mais ce qui est essentiel, nous avons 353 millions de déchets qui sont produits. Donc, 10%, moins de 10% sont recyclés et 22% sont abandonnés dans les décharges, soit brûlés, soit enfouis. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, naît le problème de pollution. Parce que je viens de dire 353 déchets produits, mais moins de 10%, le reste là, c'est dans la nature et ça pollue. Alors, qui sont les vrais producteurs de plastique? Nous avons en premier la Chine, en second, les USA, et globalement, nous avons en troisième position l'Europe. Alors, et au niveau de tous les matériaux, c'est le seul matériau dont la production a monté en puissance. Mais derrière ça, il n'y a pas une politique de gestion des déchets produits. C'est ça qui inquiète et c'est ça qui a amené jusqu'à présent la crise. Et si on ne sait pas faire, en 2060, on ira à 1 million environ, 1,2 milliard de tonnes de plastique. Alors, les plastiques les plus utilisés sont ceux qui proviennent des thermoplastiques. Selon une source, la source qui est présentée, il y a 75% de production de plastique au niveau des différentes catégories. Bon, la faiblesse de ces plastiques au regard de l'impact environnemental, c'est que c'est non biodégradable. Mais il y a un point fort. On peut les recycler. Mais on verra ça plus tard. Parce que quand je dis mais, pour diverses raisons de consolidation, de renforcement des polymères, on y ajoute des additifs. Il se fait que ces additifs-là sont des additifs nocifs. C'est pourquoi j'ai dit mais, qu'on verra par la suite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle jusque-là, il n'y a que 10%. Hein, c'est l'une des raisons qu'il n'y a que 10% qui sont recyclés. Alors, qui consomme les plastiques? Encore ici, on retrouve les 3 régions. L'Asie, l'Amérique du Nord et ensuite l'Europe. Mais quand nous regardons l'Amérique du Nord, nous voyons en 2020 une consommation de 88 millions de tonnes. Mais là, les États-Unis participent à plus de 90%. 90%, enfin, les USA. Et vous voyez, au niveau de l'Asie, c'est la Chine qui bat le record. Au niveau de l'Europe, c'est l'Allemagne. Ça c'est éteint. Hein? Ah, d'accord. Alors, et les marchés les plus consommateurs, comme je l'ai déjà dit, c'est au niveau de l'emballage. C'est bon, non? On ne voit pas là. Oui, il est plus partagé, je crois. Pourquoi?
Ça, c'est un zoom limité. Non, non, non. C'est un partage d'écran. Réglage de l'ordi. Ça a coupé, je vois. Ah, c'est le Zoom qui a coupé? Je vois comment. Oui, non, non, c'est le partage d'écran. Regarde sur le. Ah oui, j'ai plus Zoom. C'est plutôt le zoom. Ouais, c'est ça. Ah. Oui, c'est Zoom qui a coupé là-bas. Ouais. Je sais pas pourquoi. Le temps est terminé. Non, non, non. Voilà, c'est le truc. Paul. C'est Paul. Ah, d'accord. Voilà. Donc, les grands consommateurs, nous avons comme je le disais, nous avons les États-Unis, les USA, l'Europe et l'Asie. Alors, donc, comme je le disais, la Chine ayant le premier producteur, aussi consomme autant. Donc, quand nous revenons ici à l'Europe, quels sont les grands consommateurs? Nous avons l'Allemagne qui consomme de la production mondiale 24,9%, l'Italie 14,3% et la France vient en troisième position 9,6%. Alors, donc après cette consommation-là, nous avons les déchets qui sont générés. Alors, donc ce graphique illustre la tendance en ce qui concerne la production cumulative de déchets à l'échelle mondiale et leur élimination. Vous avez des courbes de tendance à la hausse qui indiquent pour les déchets primaires générés, les déchets rejetés, les déchets incinérés et les déchets recyclés. Dans un contexte mondial, on estime que seulement 30% de tous les plastiques produits depuis le début sont encore utilisés, ce qui signifie qu'au total, nous avons 6 300 000 kilotonnes de déchets plastiques qui ont été produits de 1950 à 1915 à l'échelle mondiale sont encore quelque part. Tel que la figure là indique, si la production des plastiques continue au rythme actuel, leur accumulation continuera à s'accélérer. Et à l'échelle mondiale, il est estimé que d'ici 2050, nous aurons 12 millions de kilotonnes de plastique seront rejetés dans les sites d'enfouissement et dans l'environnement. Et dans ce chiffre-là, nous aurons 2/3 des déchets plastiques, soit 40%, vont provenir des emballages, 12% des biens de consommation et 11% des vêtements et textiles. Alors, pour donner un cas précis, je prends l'exemple de la France. Par habitat et par an, nous avons 32 kilos de déchets produits en France, contre 31,1 kg en moyenne dans l'ensemble de l'Union européenne. Et un chercheur a déduit à travers cette étude que la France produit 52 kg de déchets par foyer et par an. Maintenant, le cas du Bénin. Des études ont été faites
Je donne seulement 2 études pour vous montrer un peu l'ordre de grandeur des déchets de plastique produits. Vous avez plus de 8 000 tonnes de déchets plastiques qui sont produits en 2000 et plus de 12 000 tonnes de déchets plastiques en 2010. Donc, vous voyez, il y a une augmentation de 30% qui sont prévus pour 2020. Plus de 50% de ces déchets proviennent des films polyales. C'est normal. Nous utilisons plus les plastiques pour des emballages à usage unique. Démontrer, vous allez dans les marchés, vous voyez dans les écoles, vous voyez dans toutes les places, c'est rien que des déchets à usage unique. Alors, la pollution. On est exposé à une pollution plastique lorsque dans une localité ou rurale, la collecte et l'élimination des détritus plastiques sont mal organisées ou n'existent pas du tout. Donc, cette pollution inclut les rejets, c'est-à-dire les rejets des granulés plastiques industriels, fibres industrielles, les marquages routiers, l'usure des freins des véhicules. La pollution plastique provient de diverses sources. Il se retrouve dans des environnements aquatiques et terrestres, ainsi que dans l'air. Cette pollution nous préoccupe parce qu'elle impacte négativement notre environnement, l'écosystème, la biodiversité et la santé. Alors, les microdéchets constituent les vraies causes de la pollution aquatique. Alors, qu'est-ce que c'est que les microdéchets? C'est des macroplastiques fragilisés par l'exposition aux ultraviolets et se transforment en microdéchets. Ces microdéchets colonisent les rivières, les eaux souterraines, sédiments de grands fonds marins, même les gouttes de pluie ne sont pas épargnées ou encore dans l'eau du robinet que nous finissons par ingérer nous-mêmes, déchets mal gérés, matériel de pêche abandonné, perdu ou jeté. Selon une étude de l'organisme gouvernemental australien pour la recherche scientifique, 14 millions de tonnes de microplastiques seraient descendues dans les fonds des océans. Nous les retrouvons dans l'organisme des marins. Alors, les microplastiques polluent l'environnement aquatique, les rejets et les détritus de déchets plastiques polluent l'environnement terrestre. Les microplastiques influent les microplastiques, et comme je le disais, se retrouvent dans l'air par les vêtements, les ameublements, les tapis et des biens domestiques. Beaucoup de fibres plastiques sont présentes dans l'atmosphère. Il y en a 10 fois plus dans l'air intérieur qu'extérieur. Alors, donc, la pollution plastique crée des dégâts pour la vie marine. De nombreux oiseaux, mammifères et poissons sont retrouvés morts à cause d'une injection de matière en plastique qui contamine leur métabolisme. Il empêche les eaux de circuler normalement et de descendre jusqu'à la nappe phréatique, freine la croissance végétale, contribue à l'inondation, assèchement des puits et forages. La pollution plastique constitue un risque pour la santé humaine, présente du moins d'importants dégâts pour la santé. Alors, les fumées produites par l'incinération des sacs plastiques
contient des dioxydes cancérigènes. Alors, selon un rapport de Plastique et Climat en 2019, il ressort que la pollution plastique et le réchauffement climatique sont deux problématiques qu'il ne faut pas séparer. Ce rapport développe trois liens directs. Premièrement, la production du plastique, le transport et l'exportation conduisent à la carbonisation de l'économie mondiale. Aujourd'hui, environ 4 à 8% de la consommation mondiale annuelle du pétrole est associée au plastique. Si cette dépendance au plastique persiste, les plastiques représenteront 20% de la consommation de pétrole d'ici 2050. Deuxièmement, la décomposition des déchets émet des gaz à effet de serre, car chaque étape de son cycle de vie, et même longtemps après avoir été jeté, le plastique crée des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de notre planète. Tous les plastiques, notamment le polyéthylène basse densité, l'un des types de plastique les plus courants dans l'océan, lorsqu'ils sont exposés aux ultraviolets, réagissent en libérant de puissants gaz à effet de serre, notamment du méthane. Et enfin, vous avez l'extraction et le transport du pétrole, vous avez le raffinage et la fabrication des plastiques. Tout ça, là, ça génère des gaz, de puissants gaz à effet de serre. Maintenant, pour finir, la gestion des déchets. Au fait, le plastique mis en décharge, recyclé ou incinéré, dont chacun produit des quantités variables de gaz à effet de serre. Seul l'enfouissement émet moins de gaz, mais cependant, c'est un problème à examiner de très près. Au niveau actuel, les émissions de gaz à effet de serre du cycle de vie de plastique menacent la capacité de la communauté mondiale pour maintenir la température mondiale en dessous de 1,5 degré. D'ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre pourraient atteindre 56 gigatonnes, soit 10 à 13% de l'ensemble restant du budget carbone. Alors, le réchauffement climatique, la cause principale se retrouve au niveau de l'océan. Vous avez l'océan est pollué par les microplastiques. Ces microplastiques se décomposent et les phytoplanctons les abandonnent, les absorbent du sol, les infusent et ça réduit leur capacité à fournir de l'oxygène. Il faut dire que, à l'instar des forêts sur la Terre, l'océan aussi contribue au poumon et constitue du moins le poumon de l'humanité. Et ce poumon de l'humanité est, disons, assuré par les phytoplanctons. Donc, ces phytoplanctons, le fait qu'ils ingurgent des microplastiques, ça diminue leur capacité à absorber du gaz carbonique, ensuite à déposer le carbone sous l'océan et à rejeter de l'oxygène par la suite. Donc, c'est le premier cas du réchauffement climatique. Vous avez aussi le cas des forêts.
le fait que les plastiques, les macroplastiques sont en divagation, ça empêche l'eau de s'infiltrer. Par conséquent, ça a des impacts sur l'agriculture, ça a des impacts sur l'écosystème forestier. Maintenant, comment faire? Comment faire pour lutter contre les plastiques? Nous avons identifié quelques solutions. Donc, la lutte contre la pollution plastique doit passer par une prise de décision juridique qui reflèterait diverses alternatives pour traiter le cycle de vie complet des plastiques, la conception des produits et de matériaux réutilisables et recyclables, et la nécessité d'une collaboration internationale renforcée pour faciliter l'accès aux technologies, le renforcement des capacités et la coopération scientifique et technique. Et cela aussi passe aussi par l'économie cellulaire, l'économie circulaire du moins. Donc, l'économie circulaire, si cela est bien effectif, donc, selon certains chercheurs, ça pourrait réduire de 80% le volume de plastique entrant dans les océans d'ici à 2040. Réduire de 55% la production de plastique vierge, faire économiser 70 milliards de dollars au gouvernement, c'est-à-dire à tous les gouvernements du monde entier, d'ici 2040. Réduire de 25% les gaz à effet de serre et créer 70 000 emplois supplémentaires, principalement dans les pays du Sud. Mais malheureusement, cette économie cellulaire jusqu'à présent est un peu freinée parce que il est clair que les techniques ou bien les technologies de recyclage qui sont commercialisées aujourd'hui, ou bien les technologies de recyclage qui sont actuelles ne sont pas accessibles au commun du mortel. Donc, c'est plutôt les riches qui les ont. Et du coup, comme ils ne sont pas nombreux, donc il y a un petit problème à ce niveau. Alors, maintenant, le recyclage des déchets plastiques. Comme je le disais tantôt, nous avons moins de 10% de plastique qui sont recyclés. Pourquoi? Parce que quand on produit le polymère vierge qui va servir à la production de plastique, on émet. Donc, tout d'abord, ce polymère contient de divers atomes de carbone. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quand ça va à l'usine de transformation pour les plastiques, on ajoute d'autres produits pour pouvoir les renforcer et les utiliser correctement en fonction de divers besoins. Donc, ce qui va à l'emballage, il y a les produits qui vont changer la couleur, des produits qui vont essayer de rendre beaucoup plus souple à l'automobile. Il faut que ça soit très bien résistant. Dans les bâtiments, n'en parlons plus. Il faut que ça soit très résistant. Donc, à tous ces niveaux-là, le monomère polymérisé subit des transformations et il y a des additifs. Et au finish, les produits qui se retrouvent dans la consommation, nous avons la présence d'adjuvants et de produits toxiques. De produits toxiques. Donc voilà, donc pour les recycler, pour que ça ne crée pas d'autres problèmes environnementaux, il va falloir, disons, dépolluer tous ces plastiques, ce qui rend le coût de recyclage très élevé. Et voilà, par exemple, des freins. Alors, maintenant, nous, qu'est-ce que nous proposons? Parce que tout à l'heure, je disais que au niveau de notre laboratoire de recherche, au regard de toutes ces problématiques liées à l'abondance des plastiques dans la nature, nous n'allons pas rester les bras croisés. On va réfléchir. On va réfléchir. Donc, nous,
au lieu d'adopter un recyclage à boucle fermée, nous, on s'est dit, quand le produit vient au centre de tri, nous les récupérons, nous les recyclons. Maintenant, nous les envoyons au niveau des instituts de bois qui produisent aussi un autre déchet, pas des moindres, mais ces déchets-là sont biodégradables. Donc, à partir de ce moment-là, avec la technique de production des composites de bois plastique, donc on verra si quelque chose peut être fait. Donc, vous voyez, ici, dans le circuit, ici, quand nous arrivons ici, nous prenons les polymères recyclés. Attendez. Oui, nous prenons les polymères recyclés, nous les envoyons à l'industrie de production de déchets de bois, et avec ces deux produits, nous avons fini des bois plastiques qu'on peut utiliser pour diverses utilisations. Maintenant, ces bois plastiques rentrent dans le cycle de vie du bois. Dans le cycle de vie du bois. Donc, ce qui veut dire que les plastiques que nous avons utilisés ne rentrent pas plus dans le cycle de vie de plastique. Donc, c'est un peu la solution que nous avons adoptée, et nous avons utilisé le procédé mécanique. En dehors du procédé mécanique, il y a le procédé chimique. Nous ne pouvons pas, au laboratoire, nous ne pouvons pas utiliser ce procédé parce que ça nécessite des moyens chimiques. Parce qu'il faut passer par la pyrolyse, il faut passer par le craquage. C'est peut-être une solution qui est moins polluante, mais très, très coûteuse. Voilà, donc nous utilisons par contre le procédé mécanique de recyclage. Alors, en quoi consiste notre procédé? En quoi consiste notre procédé? Et c'est ça que nous allons voir. Nous sommes entre les deux, le recyclage du plastique et le recyclage du bois. Donc, nous prenons ces matières premières, ensuite, nous les transformons en deux produits. Nous les transformons premièrement en bois massif. Oui, nous les transformons en bois massif. Par exemple, ça, c'est issu du bois massif pour avoir des produits d'étanchéité pour la dalle, pour faire les produits d'étanchéité de la dalle. Et ça, là, c'est aussi issu de bois massif, mais dans la fabrication, nous intégrons les trois procédés. Procédé d'obtention de bois massif et procédé d'obtention de tricouche. Ici, nous avons trois procédés aussi, obtention de bois massif et obtention de sandwich. Parce qu'à l'intérieur ici, il y a un autre matériau qu'on appelle bambou. Enfin, quand on dit bambou, c'est pas chez nous, c'est bambou, mais c'est le raffia. La tige de raffia est dedans. Et l'idée, c'est que c'était pour alléger ceci étant plus lourd dans l'usage, il y aura un petit problème de lourdeur pour les structures, donc nous avons pensé à l'alléger. Et on a eu les mêmes à résistance équivalente et à usage équivalent. Donc, alors, au départ, nous nous sommes posé la question: est-ce que c'est possible d'utiliser les plastiques et quel type de plastique? Et quand nous avons essayé tous les plastiques, ce qui est recyclable, c'est les plastiques polyéthylène, basse densité et haute densité, et les plastiques et les polystyrènes, les pensées. Parce que quand on les chauffe,
ceci se liquéfie. Par contre, quand on a les thermos du sable, les thermos, les élastomères, vous les chauffez en même temps, vous obtenez encore un solide. Donc, vous voyez ce que partout on dit que on ne recycle que 9%, plus précisément, et d'autres disent moins de 10%, c'est vraiment réel. On ne peut pas recycler les thermoplastiques. On ne peut pas recycler les élastoplastiques. Mais on peut recycler les thermoplastiques du moins, mais les thermodissociables, on ne peut pas recycler. Cependant, les thermoplastiques ont un problème. Comme je le disais, il y a des additifs. Donc, dans le processus de fonte, il va falloir prendre des précautions. Il va falloir prendre des précautions. Donc, tout ça là, dans la chaîne de valeur de recyclage, ça revient très, très cher. Ça revient très, très cher. Alors, nous, sachant ça, mais on s'est dit qu'il faut voir si c'est faisable de fabriquer ces matériaux composés. Maintenant, est-il possible de concevoir et réaliser un dispositif mécanique écologique de fonte des plastiques? Puisque tout à l'heure, je disais que la technologie de fonte, les extrudeuses, etc., c'est difficilement qu'un commun du monteur en Afrique peut l'acheter. Mais si on peut utiliser le savoir-faire national ou bien régional, ça pourrait revenir moins cher. Donc, c'est la question qu'on s'est posée. Et enfin, on s'est dit que est-ce que le procédé pourrait être accessible et écologique? Bon, c'est ça que nous avons tenté en commençant la fabrication. Donc, il faut passer par la collecte de ces deux types de déchets, et thermoplastique, polystyrène expansé et les plastiques à usage unique. Ensuite, les recycler, avoir la matière première. Et il faut prendre la sciure de bois dans les industries du bois, les analyser et selon le procédé d'analyse granulométrique, parce qu'il faut reconnaître qu'il ne faut pas prendre le tout venant du produit qui se trouve au niveau des scieries. Il faut les tamiser, il faut les serrer. Ensuite, maintenant, il faut faire une composition granulaire parce que cela influe aussi la capacité portante de ces produits et l'isolation thermique. Maintenant, puisque c'est des matériaux qui vont servir à être soumis à la flexion, à la traction, on y ajoute un peu d'autres fibres. Par exemple, la fibre de chanvre. Et c'est ainsi que, avec un solvant, on fabrique la colle avec le polystyrène. Peut-être vous allez me poser la question tout à l'heure. Il s'agit de quel solvant? Je sais que, et vous-même, vous le savez en tant que chimiste, tout solvant peut dissoudre le polystyrène. Mais chez nous, puisque c'est une expérimentation, nous avons choisi le solvant qui est à bout de main et qui est commercialisé, qui est très moins cher. Seulement, la question qui est posée, est-ce que ce n'est pas polluant? On est conscient, mais il y a une technique pour empêcher tout ça. Donc, je veux parler de solvant, c'est de l'essence, du carburant là. Vous voyez, ça dégage du gaz. Hein? Ce gaz-là, que ça dégage lors du séchage de notre matériau, on peut piéger ce gaz-là pour aller le brûler et le problème est réglé. Ou soit on peut piéger ce gaz pour aller le réutiliser. Donc, il y a tout, les chimistes sont ici un peu me le disent, il y a tout un procédé pour piéger ce gaz-là lors du mûrissement de ce matériau. Et maintenant, pour obtenir le matériau même, on mélange la colle qui est produite, la colle à base de polystyrène expansé
et du solvant en question et on la mélange avec les particules de bois et on passe au formatage, on passe au pressage et au démoulage et nous obtenons, voilà, nous obtenons ce produit. Vous voyez, nous obtenons des planches ou bien des panneaux. Maintenant, ensuite, ces panneaux sont transformés pour obtenir, oui, bien sûr, avec les caractéristiques, les différentes caractéristiques d'utilisation. Parce que c'est ces caractéristiques que l'industriel veut pour être convaincu que ça peut marcher. Donc, nous avons, du point de vue démarche qualité, nous avons déterminé toutes ces propriétés pour convaincre l'industriel en vue de rendre ça à l'échelle industrielle. Et avec ces panneaux, on peut produire des meubles. C'est possible. Vous voyez, nous sommes partis de rien du tout et nous sommes arrivés à un produit à forte valeur ajoutée. Voilà. Maintenant, concernant les plastiques, comment nous les recyclons? Avec les déchets. Là aussi, il faut les nettoyer. Donc, ça passe en collecte. Aujourd'hui, le problème de collecte en Afrique ne pose plus. Ce n'est plus un problème. Avant, c'était un problème. Aujourd'hui, c'est une source de ressources pour diverses familles et les familles déshéritées. Dans toute l'Afrique maintenant, les gens collectent le plastique, ils vont aller les vendre pour le recyclage. Donc, c'est plus un problème. On prend ça, on prend maintenant les déchets de l'industrie du bois, mais cependant, les déchets de l'industrie du bois, les familles déshéritées les utilisent pour le foyer. Bon, nous pensons que quand on va changer cette mentalité, on va montrer qu'il va falloir qu'ils viennent les vendre, puisque en les vendant, ils règlent un problème parce qu'en les brûlant, ça dégage du CO2. Ça dégage du CO2. Donc, et là aussi, ça peut prendre, les gens vont prendre les déchets d'industrie du bois et venir les vendre. Et aussi, ça rentre en ligne de compte dans l'économie circulaire. Donc, avec ça, nous avons conçu, dans cette ordre d'idée-là, nous avons conçu le dispositif. Vous voyez, le dispositif, c'est conçu par les artisans du Bénin. Et dans ce dispositif, on brûle les plastiques et on les fond. Et maintenant, vous voyez, donc l'opération de fonte commence par là et ça finit par l'extrudeuse que nous avons conçue. Vous voyez? Donc, le principe ici, c'est que lorsque nous allons fondre, le gaz, la fumée peut s'échapper. Mais nous avons pensé utiliser le charbon actif pour arrêter le gaz, ou bien il y a un dispositif qui souffle dedans et le gaz revient au foyer pour être brûlé, pour activer le foyer. Donc, ce qui veut dire que la fumée qui est générée à partir de l'incinération n'est pas rejetée dans l'air. Ainsi, nous obtenons, voilà, du bois massif. Avec ce bois massif, nous pouvons fabriquer des pavés, des portes, des parquets, voilà. Et nous pouvons aussi obtenir des tricouches par un autre procédé. Et au finish, vous voyez, nous voulons vous présenter une application ici typique, un exemple de l'utilisation de ce que nous avons produit. Donc, en conclusion, nous pouvons dire la production et la consommation mondiale de plastique répond à des besoins. On n'a pas le choix des enjeux industriels et socio-économiques. C'est pourquoi aujourd'hui, on a du mal à arrêter la production et la consommation. La consommation
en 2060, peut passer à 1,2 milliard de millions de tonnes. C'est pourquoi tout le monde est alarmé et des conférences, des séminaires partout pensent sur cette question. Alors, les microplastiques et les macroplastiques encombrent l'environnement terrestre, aquatique. Ils polluent l'intérieur, l'air intérieur et l'air extérieur. La pollution plastique est un danger pour l'écosystème marin, la santé des animaux, des hommes. La pollution plastique menace le rendement agricole. La pollution et la pollution plastique contribuent au réchauffement climatique par des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre et le cycle de vie de plastique menacent la capacité de la communauté à maintenir la température mondiale à 1,5 degré, parce que c'est l'objectif que la communauté mondiale s'est fixé. Et pour finir, la lutte contre la pollution plastique doit passer nécessairement par une volonté politique des plus grands producteurs, consommateurs de plastique. La réduction de la pollution plastique et de sa consommation à l'usage unique est nécessaire. Mais cependant, le recyclage constitue un problème pour la santé publique. Le développement des procédés de transformation de déchets plastiques associés à ceux du bois constitue une alternative intéressante pour l'économie cellulaire et pour la réutilisation des plastiques et disons, la réduction de la pression sur les forêts. Je vous remercie.